Alors voilà, ça y est, on a passé tous une bonne journée. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et on va se détendre un peu. C'est plutôt vous qui allez vous détendre aujourd'hui parce que je vais vous raconter... Je sais que vous l'avez lu et que je pense que vous l'avez bien lu pendant les vacances. Mais je vais juste vous raconter, vous lire le dernier chapitre. Voilà. Comme ça, vous l'avez bien en tête. S'il y avait des choses que vous n'avez pas encore très bien compris en le lisant, maintenant ce sera plus clair peut-être. Et voilà. Du coup, je vais juste vous demander de prendre votre livre et de suivre quand je lis. C'est tout ce que je vous demande et puis ensuite on est bon. Je vous laisse juste 5 secondes pour mettre la vidéo en pause, chercher votre livre et on commence. Je compte vraiment sur vous pour faire ça parce qu'en plus ça vous fait travailler de la lecture si vous me suivez en même temps que moi. Ça fait comme si vous lisez. Du coup, ce serait parfait. C'est bon? C'est parti. Chapitre 36 du coup. Pinocchio cesse enfin d'être un pantin pour devenir un petit garçon. Tandis que Pinocchio nageait avec vigueur pour regagner la rive, c'est-à-dire le rivage, il s'aperçut que son papa, qui se tenait à cheval sur ses épaules et avait les jambes à moitié dans l'eau, tremblait très fort, comme si le pauvre homme eût souffert d'une grosse fièvre. Tremblait-il de foi ou tremblait-il de peur? Peut-être un peu de l'un et un peu de l'autre. Mais comme Pinocchio croyait que c'était la peur qui le faisait trembler, il lui dit pour le rassurer: « Courage, papa. Dans quelques minutes, nous toucherons la terre et nous serons sauvés. » « Où se trouve donc cette rive bénie ?» demanda le vieillard, toujours plus inquiet en regardant au loin avec la fixité d'un tailleur qui enfile son aiguille. « D'ici, j'examine de tous les côtés et je ne vois que le ciel et l'eau. »« Mais je vois aussi le rivage, dit Pinocchio. Sachez que je suis comme les chats. J'y vois mieux la nuit que le jour. » Le pauvre Pinocchio feignait d'être de bonne humeur, alors qu'il commençait lui-même à se décourager. Ses forces diminuaient, sa respiration devenait bruyante et pénible. Bref, il n'en pouvait plus. Et le rivage était toujours loin. Il nagea, tant qu'il eut un peu de souffle. Je vais juste fermer la fenêtre et je reviens. Voilà. Du coup, il nagea tant qu'il eut un peu de souffle. Et... On était à où? Je sais plus si là... Puis il se tourna vers Geppetto et lui dit en hachant ses paroles: « Mon papa, aidez-moi car je meurs. » Et le père et le fils qui allaient se noyer, quand ils entendirent une voix de guitare mal accordée qui leur dit: « Qui va donc mourir ici? »« Moi et mon père. »« Mais je reconnais cette voix, tu es Pinocchio. »« Précisément. Et toi? »« Moi je suis le ton compagnon d'infortune dans le corps du requin. »« Et comment as-tu fait pour t'échapper? » J'ai suivi ton exemple, c'est toi qui m'as enseigné le chemin, et à ta suite je me suis enfui. Mon cher Thon, tu arrives juste à temps, je t'en prie, pour l'amour que tu portes pour tous tes petits tons, tes enfants, de nous aider, sinon nous sommes perdus. De très grand cœur, tenez-vous tous les deux à ma queue, et laissez-vous traîner. En 4 minutes, je vous conduirai vers le rivage. Comme vous pouvez bien penser, Geppetto et Pinocchio acceptèrent avec empressement l'invitation. Mais au lieu de se tenir à la queue, ils jugèrent plus commode de s'asseoir sur le dos du thon. « Sommes-nous trop lourds ?» demanda Pinocchio. « Lourd, lourd comme une ombre. C'est comme si je portais 2 coquillages, répondit le thon, qui était d'une corpulence assez forte et aussi gros qu'un veau de 2 ans. Dis donc, il était gros ce thon. Je regarde juste, c'est bon, la caméra marche. Lorsqu'ils furent arrivés à la côte, Pinocchio sauta à terre le premier pour aider son père à en faire autant. Puis il retourna vers le thon et lui dit d'une voix émue: « Mon ami, tu as sauvé mon papa. Je n'ai donc pas assez de paroles pour t'exprimer ma reconnaissance. Permets-moi, du moins, de t'embrasser en signe d'éternelle gratitude. » Le thon avança le nez hors de l'eau, et Pinocchio, pliant les genoux jusqu'à terre, lui déposa très affectueusement un baiser sur la bouche. À ce trait de tendresse si sincère et si spontané, le pauvre thon, qui ne s'y attendait pas, se sentit tellement ému que dans la crainte de montrer qu'il pleurait comme un enfant, il replongea sa tête dans l'eau et disparut. Pendant ce temps, le jour s'était levé. Pinocchio offrit son bras à Geppetto, qui avait tout juste la force de mettre un pied devant l'autre, puis il lui dit: « Appuyez-vous sur mon bras, mon bon papa, et partons.
Nous marcherons tout doucement comme des fourmis, et lorsque nous serons fatigués, nous nous reposerons au bord de la route. Et où irons-nous demande Geppetto. À la recherche d'une maison ou d'une ferme, où l'on nous fera la charité d'un morceau de pain pour apaiser notre faim et d'une botte de paille pour nous coucher. Ils n'avaient pas fait 100 pas qu'ils disparurent, assis sur le talus de la route, deux vilains museaux qui s'étaient posés là pour demander l'aumône. Alors, j'avais mal lu. Ils n'avaient pas fait 200 pas qu'ils aperçurent assis sur le talus de la route deux vilains museaux qui s'étaient postés là pour demander l'aumône. C'étaient le renard et le chat. Mais ils étaient méconnaissables, ça veut dire qu'on n'arrivait pas à les reconnaître. Figurez-vous que le chat, à force de se faire passer pour un aveugle, avait fini par le devenir réellement. Quant au renard, vieilli et ravagé par la teigne, il avait plus de queue, mais plus du tout. Il n'avait plus de queue, mais plus du tout de queue. C'était pas une blague cette fois. Ce vilain coquin, tombé dans la plus affreuse misère, s'était un jour trouvé dans l'obligation de vendre sa belle queue à un marchand ambulant qu'il avait acheté pour en faire un chasse-mouche. « Oh, Pinocchio !» s'écria le renard avec des pleurs dans la voix. « Fais une petite charité à deux pauvres infirmes. »« Infirmes !» répéta le chat. « Passez votre chemin, vilain masque !» riposta le pantin. « Vous m'avez trompé une fois, mais vous ne m'y reprendrez pas. Crois-moi, Pinocchio, nous sommes aujourd'hui pauvres et infortunés, en vérité. »« En vérité, répéta le chat. Si vous êtes pauvre, vous le méritez. Rappelez-vous le proverbe qui dit « Argent volé ne profite jamais. » Adieu, vilain masque. Et pitié de nous, répéta le chat. Adieu, vilain masque. Rappelez-vous le proverbe qui dit « La farine du diable s'en va, toute en son. » Ne nous abandonne pas, je t'en prie, répéta le chat. Adieu, vilain masque. Rappelez-vous du proverbe qui dit « Qui vole le manteau de son prochain d'ordinaire meurt sans chemise. » Et là-dessus, Pinocchio et Geppetto continuèrent tranquillement leur route. À 200 pas de là, ils virent à l'extrémité d'un sentier, au milieu des champs, une jolie chaumière, c'est-à-dire une jolie maison en toit de chaume, c'est-à-dire en paille. Avec un toit, c'est ça, tout en paille, et des murs en briques. Cette chaumière doit être habitée, dit Pinocchio. Allons-y et frappons à la porte. Ils y allèrent en effet et frappèrent. Qui va là dit de l'intérieur une petite voix. Nous sommes un pauvre papa et son fils, sans pain et sans gîte. Je regarde juste, c'est bon, j'ai encore de la batterie. Tournez la clé et la porte s'ouvrira, dit la même petite voix. Pinocchio tourna la clé et la porte s'ouvrit. En entrant, ils regardèrent autour d'eux et ne virent personne. Regarde combien de pages, ouais, il nous reste encore 4 ou 5 pages à lire. Où est le maître de la chaumière dit Pinocchio, étonné. Me voici. Le père et le fils se levèrent la tête, et virent sur une poutre du plafond le grillon parlant. Oh, mon cher grillon, dit Pinocchio en le saluant poliment. Maintenant, tu m'appelles ton cher grillon, n'est-il pas vrai? Mais te rappelles-tu le jour où, pour me chasser de ta maison, tu me donnas un coup de maillet? Tu as raison, grillon, chasse-moi aussi. Donne-moi un coup de maillet, mais aie pitié de mon pauvre papa. J'aurais pitié de ton père, et même du fils. Mais j'aurais voulu te rappeler ta méchante action. Quand on le peut, il faut se montrer bon avec tous, si l'on ne veut pas être traité avec bonté si l'on veut être traité avec bonté à notre tour. Oula, il aurait peut-être dû aider le chat et voilà. Tu as raison, grillon, tu as tout à fait raison, et je me rappellerai la leçon que tu me donnes. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour tester cette jolie chaumière? Cette chaumière m'a été offerte hier par une gracieuse chèvre qui avait la laine d'un très beau bleu. Et où est allée la chèvre demanda Pinocchio avec une très vive curiosité. Je ne sais pas. Quand reviendra-t-elle? Elle ne reviendra jamais. Elle est partie hier tout affligée, et tandis qu'elle pleurait, il m'a semblé qu'elle disait « Pauvre Pinocchio, maintenant je ne le reverrai plus. » À cette heure, le requin doit l'avoir dévoré. Elle a parlé ainsi, c'était donc bien elle? C'était bien elle, c'était ma bonne fée, se mit à crier Pinocchio en sanglotant. Quand il eut bien pleuré, il s'essuya les yeux, puis il prépara un bon lit de paille pour que le vieux Geppetto s'y étendît. C'est-à-dire s'étendit sur la paille. Ensuite, il demanda au grillon parlant. « Dis-moi, grillon,
Où pourrais-je trouver un verre de lait pour mon pauvre papa? À 3 pas d'ici, tu trouveras le jardinier Jeannot qui a des vaches. Il te donnera le lait que tu désires. Pinocchio courut chez le jardinier Jeannot, mais le jardinier lui dit: Pour combien veux-tu de lait? Je veux juste un plein verre. Un verre de lait coûte 1 sou. Commence d'abord par me donner ton sou. Mais je n'ai même pas un centime, répondit Pinocchio tout triste et mortifié. Tant pis, mon pauvre pantin, réplique le jardinier. Si tu n'as pas même un centime, je n'ai même pas un doigt de lait à te donner. Hélas, répondit Pinocchio. Il se disposait à partir. Attends un peu, dit alors Jeannot. Nous pouvons peut-être nous arranger. Te mettrais-tu à tourner la manivelle du puits? Qu'est-ce que c'est que cette manivelle? C'est l'instrument de bois qui sert à monter l'eau du puits pour arroser le potager. Je veux bien essayer. Eh bien, tire-moi 100 seaux d'eau et en échange, je te donnerai un verre de lait. C'est bien. Alors Jeannot conduisit le pantin dans le potager et lui apprit la manière de tourner la manivelle. Pinocchio se mit aussitôt au travail, mais avant d'avoir tiré 100 seaux, il fut inondé de sueur de la tête aux pieds. Il n'avait jamais ressenti une telle fatigue. Jusqu'ici, dit le jardinier, j'avais réservé cette fonction à mon âne, mais il est sur le point de mourir. Conduisez-moi auprès de lui, dit Pinocchio, volontiers. Dès que Pinocchio fut dans l'écurie, il vit un beau petit âne étendu sur la paille, épuisé de fatigue. Quand il l'eut regardé de face, il se dit à lui-même tourné. Mais j'ai déjà vu cet âne-là, sa physionomie ne m'est pas inconnue. S'inclinant jusqu'à lui, il lui demanda dans la langue des ânes, parce qu'il connaissait la langue des ânes, il connaît la langue des animaux, notre ami Pinocchio. Qui es-tu? À cette question, le petit âne ouvrit ses yeux mourants et balbutia dans la même langue. Je suis Lumignon. Puis il ferma les yeux et expira. Ah, pauvre Lumignon, dit à mi-voix Pinocchio. Et il prit une poignée de paille pour essuyer une larme qui lui coulait sur la joue. Tu t'aimes tant pour un âne qui ne coûte rien? Que serait-ce si tu l'avais payé avec ton argent? Il faut vous dire qu'il était mon ami. Ton ami? Mon camarade d'école. Comment? S'exclama Jeannot en éclatant de rire. Comment? Tu avais un âne pour camarade d'école? Alors tu dois avoir fait de fameuses études. Le pantin, mortifié par ces paroles, ne répondit pas. Il prit son verre de lait, presque chaud, et retourna à la cabane. Je regarde juste combien il me reste. Il reste quand même pas mal. Ouais, 4-5 pages à lire. Ouais. À partir de ce jour, il continua pendant plus de 5 mois à se lever chaque matin avant l'aube pour aller tourner la manivelle et gagner ainsi le verre de lait qui était nécessaire pour la santé de son papa. Bien plus trouvant ce travail insuffisant, il apprit aussi un peu plus tard à fabriquer les corbeilles et les paniers de jonc. Okay. C'est des corbeilles faites en sorte de paille tressée, enfin en arbre tressé. Voilà. Avec l'argent qu'il gagnait, il subvenait avec économie à toutes les dépenses journalières. Entre autres choses, il fabriqua de ses propres mains une élégante petite charrette pour promener son papa et lui faire prendre un peu l'air alors qu'il faisait beau. À la veillée, c'est-à-dire au soir, il apprenait à lire et à écrire. Pour quelques centimes, il avait acheté au village voisin un gros livre auquel manquait la couverture et la table des matières. Et c'est dans ce livre qu'il s'exerçait à la lecture. Pour lire, il se servait d'un fétu de paille taillé comme d'une plume, c'est-à-dire un morceau de paille taillée. Et comme il ne possédait ni d'encre ni d'encrier, il remplit une petite fiole de jus de mûre, c'est un fruit comme ça, et de jus de cerise. À force d'application, de travail et d'ingéniosité, il avait réussi non seulement à procurer le nécessaire à son père toujours malade, mais à économiser 40 sous pour s'acheter un petit habit neuf. Un matin, il dit à son père: « Je vais au marché pour m'acheter un paletot, un béret et une paire de souliers. Quand je reviendrai à la maison, ajouta-t-il en riant, je serai si bien habillé que vous me prendrez pour un grand seigneur. » Quand il fut sorti de la maison, il se mit à courir tout joyeux. Tout à coup, il s'entendit appeler par son nom et se retourna et vit une belle limace qui débouchait de la haie. « Tu ne me reconnais pas, dit la limace. Il me semble.
Tu te rappelles pas de cette limace qui servait la femme de chambre à la fée aux cheveux bleus? Tu ne te rappelles pas le jour où je descendis pour t'éclairer et où tu restas le pied cloué dans la porte de la maison? Je me souviens de tout ça, s'écria Pinocchio. Mais réponds-moi vite, ma belle limace. Où as-tu laissé ma bonne fée? Que fait-elle? M'a-t-elle pardonné? Se souvient-elle toujours de moi? M'aime-t-elle toujours? Est-elle loin d'ici? Pourrais-je la retrouver? À toutes ces demandes, faites précipitamment et sans reprendre d'haleine, c'est-à-dire sans respirer, la limace répondit avec son flegme habituel. Mon pauvre Pinocchio. La malheureuse fée est étendue sur un lit d'hôpital. À l'hôpital? Hélas, frappée par de nombreux malheurs, elle est tombée gravement malade et elle n'a pas de quoi s'acheter un morceau de pain. Vraiment? Oh, quel chagrin tu me causes, pauvre petite fée, pauvre petite fée, pauvre petite fée. Si j'avais 1 million, je courrais le lui porter. Mais je n'ai que 40 sous, les voici. J'allais justement m'acheter un habit neuf. Prends les limaces et va vite les donner à la bonne fée. Et ton habit neuf? Que m'importe l'habit neuf? Je vendrai jusqu'à ces hardes que j'ai sur le dos pour lui apporter un peu de secours. Va, limace, et dépêche-toi, reviens ici dans 2 jours. J'espère pouvoir te donner encore plus de sous. Jusqu'ici, j'ai travaillé pour secourir mon papa. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai 5 heures de plus pour secourir ma bonne et douce maman. Adieu, limace. Je t'attendrai dans 2 jours. La limace, comme à son habitude, se mit à courir comme un lézard pendant la canicule. Quand Pinocchio rentra et son papa lui demanda « Et ton habit neuf ?» Il n'a pas été possible d'en trouver un à ma taille. Bah, je l'achèterai une autre fois. Ce soir-là, Pinocchio, au lieu de veiller jusqu'à 10 heures, veilla jusqu'à minuit. Au lieu de faire 8 corbeilles de jonc, il en fit 16. Puis il alla se coucher et s'endormit. En dormant, il lui sembla voir en rêve la fée belle et souriante qui, après lui avoir donné son baiser, lui dit « Eh bien, Pinocchio, pour ton bon cœur, je te pardonne toutes tes méchancetés que tu as faites jusqu'à ce jour. Les enfants qui secourent avec amour leurs parents dans leur misère et dans leur infirmité méritent toujours beaucoup de louanges et d'affection, alors même qu'on ne peut pas les citer comme des modèles d'obéissance et de bonne conduite. Sois prudent dans l'avenir et tu seras heureux. » Au même moment, son rêve finit, son songe finit. Pinocchio se réveilla et ouvrit les yeux tout grands. Quel ne fut pas son étonnement quand il s'aperçut qu'il n'était plus un pantin de bois. Il était devenu un petit garçon. Comme tous les autres. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Il ne vit plus les murs de la pauvre chaumière, mais une belle petite chambre meublée et ornée avec une simplicité presque élégante. En sautant de son lit, il trouva tout préparé, des vêtements neufs, un béret neuf et une paire de bottines en peau qui lui allaient comme un gant. Quand il fut habillé, il mit tout naturellement les mains dans ses poches et en sortit un petit porte-monnaie d'ivoire dans lequel étaient inscrits ces mots. La fée aux cheveux bleus restitue à son cher Pinocchio les 40 sous qu'il lui a donnés, en le remerciant de son bon cœur. Il ouvrit le porte-monnaie, et au lieu de trouver 40 sous de cuivre, il vit reluire 40 écus d'or tout neufs. Lorsqu'il regarda dans le miroir, il se prit pour un autre. Ce n'était plus l'image d'une marionnette en bois qui s'y réfléchissait, mais l'image vive et intelligente d'un beau garçon, aux cheveux bruns, aux yeux bleus, avec un air gai et triomphant. Au milieu de toutes ces merveilles qui se succédaient, Pinocchio ne savait plus s'il était éveillé ou s'il rêvait encore, les yeux ouverts. « Papa, où êtes-vous » s'écria-t-il d'un coup. Il entra dans la chambre voisine et trouva le vieux Geppetto, sain, vif et de bonne humeur, comme autrefois. Il avait repris sa profession de sculpteur, c'est-à-dire son métier de sculpteur, et il était précisément en train de dessiner une belle corniche agrémentée de feuillages, de fleurs et de têtes d'animaux. « Dis-moi, papa, je serais bien curieux de savoir comment expliquer ces changements imprévus, demanda Pinocchio en sautant au cou de son père et en le couvrant de baisers. Ces changements imprévus dans notre maison sont dus tout entier à ton mérite, dit Geppetto. Pourquoi à mon mérite? Parce que dès que les enfants, de méchants qu'ils étaient, deviennent bons, ils ont le pouvoir de faire prendre un aspect nouveau et riant à la famille. Mais où donc s'est caché le vieux Pinocchio de bois? Le voici, répondit Geppetto, et il lui montra un gros pantin adossé à la chaise, la tête tombant d'un côté, les bras ballants, et les jambes croisées à moitié repliées. C'était miracle qu'il resta encore debout.
Pinocchio se retourna pour le voir, et dès qu'il l'eut regardé un peu, il se dit en lui-même avec infiniment de complaisance, comme j'étais ridicule quand j'étais un pantin, et comme je suis heureux d'être devenu un bon petit garçon. Et voilà, c'est la fin de ce livre. Il était vraiment sympa, hein. J'ai beaucoup aimé, je sais pas si vous avez aimé, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Je suis un peu triste quand même que Pinocchio à la fin il n'ait pas aidé le renard et le chat. Mais bon, voilà. Voilà, ça nous fait largement nos 15 minutes de silence en lit. Je regarde, 20 minutes. Oh, je vous ai même dépassé. Bon, demain, on fait un peu d'allemand, en silence en lit. Et voilà. Bonne soirée à tous, reposez-vous bien. Et bonne soirée.